Comment se porte leur parti? À quand le congrès de leur parti? Quelle est la position officielle de leur parti sur les questions majeures de l'heure ici en République démocratique du Congo, que ce soit sur les émoluments, le processus électoral, l'insécurité, non seulement dans la partie est du pays. Madame, messieurs, bienvenue dans votre émission. Dites-nous la vérité, qui reçoit quelqu'un qui a été ex-prisonnier il n'y a pas si longtemps, mais bien avant, il était plusieurs fois ministre, celui de Travail et Prévoyance sociale, mais également des Affaires sociales. Actuellement, il est secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Bienvenue dans votre émission. Dites-nous la vérité, qui reçoit ce soir Ferdinand Cambéré. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Élisée. Ça vous a choqué quand je vous ai présenté comme ex-prisonnier? Mais pas du tout, parce qu'il semble que finalement, c'est un parcours de tous les grands du monde, ils sont passés par là. Donc quand on fait la politique, le parcours n'était pas facile, surtout quand on est de l'opposition. Je crois que ça a été plus une école, plus une université de formation en politique. J'ai plus appris que souffrir. Voilà. Donc vous avez compris que la position, c'est pas une île dorée. Hein? Oui, bien sûr. Surtout en RDC. Bien sûr, surtout que quand on sait que ceux qui gèrent aujourd'hui, ceux qui ont la tête du pays aujourd'hui viennent de l'opposition, et que tout ce qu'ils ont raconté comme discours contre nous hier sont en train de les rattraper un à un, parce que maintenant c'est devenu plus facile pour nous de faire la campagne contre eux lorsque on sera dans les élections. C'est simplement brandir un à un tous les propos hier qui étaient les leurs quand ils étaient opposants, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, qui avaient déjà deux lois, en tout cas pour promouvoir la démocratie, ça veut dire la Constitution. Je reviens toujours là-dessus, la Constitution de 2006 telle qu'elle est révisée à 2011. Il y a la loi qui a créé l'Agence nationale de renseignement, c'est-à-dire l'ANER. Il y a la loi portant statut de l'opposition, qui garantissent bien que toutes ces lois vivent ensemble, ou dans leurs articles combinés, vous allez bien voir que les droits aussi des membres de l'opposition pour exercer des activités politiques en reconquête de pouvoir sont sacrés. Alors, risque de vous brandir ça, ce sont des choses que vous ne respectiez pas quand vous étiez au pouvoir. Il risque de dire ça aussi. Est-ce que l'opposition ou la prison, c'était pas aussi une façon pour faire voir que, écoutez, vous avez fait subir ça aux autres, regardez ce que ça fait quand même. Oui, c'est un esprit revanchard quand même qui a accompagné ça. Bien sûr, parce que ces discours-là sont tenus. Vous avez fait la même chose, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? Ces discours se tiennent et c'est malheureux, parce qu'entre-temps, ils ont oublié que c'était un processus et que les rails Joseph Kabila Kabange, donc à partir de 2006, et même l'ANER, je crois que c'est la loi de 2013 ou 2015, cette ANER-là s'est métamorphosée profondément, telle que l'humanisation même de ces services-là. Parce qu'aujourd'hui, à l'ANER, il est incompréhensible qu'ils puissent se mêler des infractions de droit commun, par exemple. Ils ont des services de sécurité, mais spécialisés dans la recherche des infractions sous la sûreté de l'État, et non commencer à inventer d'autres infractions qui sont disparues de soi. Par exemple, aujourd'hui, lorsque nous les voyons vanter ou réinventer l'outrage contre les chefs de l'État, du moment où la loi portant statut de l'opposition a été votée, promulguée par le Joseph Kabila Kabange, en réalité on ne peut plus parler simplement pour des propos désignés dans un discours ou message d'un opposant qui ne fait qu'exprimer son opinion sur la gestion du pays. On ne peut pas appeler, on ne peut plus en réalité rechercher, arrêter ou juger un membre de l'opposition
pour ses opinions. Donc, à l'époque de Kabila, ça ne se faisait pas et les gens n'ont pas été arrêtés pour outrage au chef de l'État? Si c'était peut-être avant toutes ces lois-là, comme je suis en train de le dire, ça pouvait peut-être trouver une place. Mais dès lors qu'il y a déjà cette loi-là, de portage statut des membres de l'opposition, qui vraiment consacre l'immunité des membres de l'opposition, ça ne peut plus se justifier. L'immunité aux insultes, l'immunité aux diffamations, l'immunité aux mensonges, l'immunité aux imputations dommageables, c'est ça? Mensonge, ce n'est pas une infraction. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'un opposant qui lui est en train de critiquer, par exemple, comme on nous l'a fait entendre la fois passée pour dire, lorsque vous avancez peut-être une inquiétude ou une accusation, il faut apporter des preuves. Non. Quand on gère en démocratie, c'est vous, l'autorité, qui avez le devoir de redevabilité de la population. Dès lors qu'il y a des rumeurs qui courent, dès lors qu'il y a une clameur qui court contre tel ou tel service, contre telle ou telle institution, c'est du devoir de cette institution de s'exprimer pour éluder cette rumeur-là. Donc, quand on dit mensonge, quand on dit ceci, je ne sais pas ce que ça veut dire contre un opposant qui, lui, ne fait que s'exprimer par rapport à une question de la vie sociale, qui, lui, peut utiliser toutes sortes de moyens pourvu que ce soit légal. Même des fake news. Moi, ça m'inquiète. Donc, il faut utiliser toutes sortes de moyens, de tout type, pour conquérir le pouvoir, même des fake news, même des choses qui ne sont pas avérées. Donc tous les moyens sont bons pour reconquérir le pouvoir. Mais ce qui est important en démocratie, c'est de créer les débats. Et les débats, c'est un duel. Et vous le savez, dans le duel, ce n'est pas nécessairement la vérité, c'est de prendre les décisions, il faut convaincre. Et pour convaincre, c'est celui qui convainc. Et on ne convainc quelle opinion, ça ne fait mal à personne. C'est un débat entre deux, il appartient à l'un de vaincre ou de convaincre. Et s'il ne sait pas convaincre l'opinion, il va perdre. C'est certainement ça. C'est un duel qui est consacré par la Constitution, il faut l'accepter, il faut un débat démocratique. Il n'est pas toujours aisé, ce débat-là non plus. Il faut être intelligent pour réussir à convaincre une opinion. On parlait de tout à l'heure du fait que vous étiez un ex-prisonnier, mais vous n'en êtes pas sorti indemne parce que vous êtes frappé d'inéligibilité ou c'est comment ça se passe pour vous? Pas du tout, Madame Elie. Ah, d'accord. Pas du tout. Donc vous pouvez... vous avez été condamné à 6 mois de prison. À 5 mois finalement, 5 mois. Parce que je venais d'effectuer 5 mois pour coups et blessures qui voulaient transformer en tentative de meurtre. Mais qu'en définitive, même les coups et blessures étaient difficiles à prouver parce que je n'ai jamais commis cette faute. Par rapport à l'éligibilité ou à l'inéligibilité, en tout cas, l'infraction des coups et blessures n'est pas reprise parmi les infractions qui sont généralement reprises dans la loi électorale comme pouvant faire exclure un candidat des élections. Donc on a en face de nous non seulement un ex-prisonnier, je ne sais pas pourquoi j'insiste, peut-être ça fait mal, mais on essaie de rappeler. Voilà. Pas du tout. Alors, un ancien ministre de Travail et Prévoyance sociale, un ancien ministre des Affaires sociales, actuellement secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Comment se porte le parti? Le parti se porte bien. Ah mais non, on rappelle aux téléspectateurs que nous sommes au PPRD. Moi qui venais régulièrement ici ou qui passais tout le temps ici, non, mais le calme qui règne ici est inquiétant quand même. Ça en dit long sur la passivité de parti. Peut-être pas. Les calendriers n'est peut-être plus les mêmes comme à l'époque où on avait le pouvoir et qu'aujourd'hui on a essayé de mettre un calendrier des activités. Parce qu'on est de l'opposition, il faut bien
programmer les activités au niveau du parti. Et habituellement, les camarades sont invités ou les militants sont invités les jeudis pour les informations hebdomadaires sur l'actualité. L'engouement est parti avec l'échec du parti à la présidentielle de 2018? Non, l'engouement est toujours là. Nos camarades, chaque fois qu'ils sont appelés, ils viennent et ils viennent en masse. Pour ça, il ne faut pas que les gens se trompent là-dessus. C'est simplement un problème d'horaire, des activités à mener au niveau d'organisation, à mener au niveau du siège national. Mais sinon, les fédérations sont en train de fonctionner normalement. Le parti souffre, on parle de l'organisation. Le parti souffrirait de ça, de ce manque d'organisation ou de cohésion, ou du fait que beaucoup sont partis et ont rejoint l'Union Sacrée? Mais pas du tout. Ceux qui sont partis, c'est quoi? C'est peut-être quelques cadres qui sont allés pour prendre des postes pour ceux qui les ont eus, ou attendre dans la salle d'attente, obtenir un ou autre avantage du pouvoir. Mais le reste, l'âme du parti est d'abord là, parce que les Raïs, c'est les Raïs lui-même qui est toujours là, et le comité est toujours là. Et bon, le congrès, on est en train de le préparer. Oui, c'est là où je voulais en venir. Le comité est toujours là. 4 ans après la débâcle aux élections, on s'attendait à ce que ça puisse se faire rapidement, une réévaluation, une restructuration pour tirer les leçons de ce qui s'était passé. Mais les activités fonctionnent, c'est ça qui est important. Et pour un parti de l'opposition, comme je venais de le dire, on se focalise, on focalise toutes les activités par rapport à la reconquête du pouvoir, parce qu'on l'a perdu, c'est pourquoi je parle de la reconquête, comme il est consacré à l'article 8 de la Constitution. Tout est programmé sur ça, c'est sur ça. Alors, dès lors qu'on est devant un processus en panne, processus électoral en panne, où vous avez une CENI contestée, vous avez une loi électorale scélérate qui n'a pas été discutée par l'opposition, et où même la Constitution, la Cour constitutionnelle, elle aussi contestée par, en tout cas nous de l'opposition et même une grande partie de la société civile. Alors il faut se dire simplement que le processus électoral, qui doit être en réalité un processus qui convie les partenaires pour la bonne marche, mais malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont en train d'aller avec l'Union Sacrée. Non, la faute actuellement, le fait qu'il y ait quand même pas cet engouement, une sorte de soufflement du parti, la faute c'est à la CENI, c'est à la Cour constitutionnelle, c'est au processus électoral qui ne permet pas assez que le PPRD puisse... Au régime en place, tu sais, ils ont mis en place depuis la rupture de la coalition FCC-CACH, ils ont mis en place un régime Union Sacrée qui bloque et qui croit qu'il va comme ça tromper toute la population, tous les peuples, pour organiser un processus en sens unique où ils seront les seuls à décider de tout, des acteurs qui vont organiser, des moyens à mettre en place et de définir en se foutant de la gueule de l'opposition et de la société civile. Et nous disons toujours, vous le savez, Madame Élysée, que nous disons toujours, attention, ne vous contentez pas à dire que l'opposition est faible. L'opposition, c'est l'opposition à péter. L'opposition, c'est les peuples. Le président a raison quand même de dire ça quand on voit, je répète encore, l'essoufflement du PPRD. Non, le PPRD on dit mais l'opposition est à péter. En tout cas, je crois que si c'est ça leur point de vue, ils risquent de se tromper parce que l'opposition, c'est d'abord le peuple. Et ce peuple-là, son éveil patriotique est visible aujourd'hui sur toute l'étendue de la République. C'est tout le monde qui voit les bourdes du pouvoir actuel et dans tous les secteurs. Il n'y a pas que les secteurs politiques, comme nous venons de le dire par rapport aux élections, mais c'est tous les secteurs où rien ne marche. Secteur sécuritaire, secteur économique, secteur social. Rien ne marche. Le matin, je suivais sur les réseaux sociaux la population parisienne en train de se mobiliser dans les rues alors que la France revient des élections. Donc il ne faut pas que les gens se trompent que parce qu'ils sont là et qu'ils ont le pouvoir et que donc tout leur est permis pour navrer la population. Non.
je crois qu'il risque de se tromper et de déchanter après. On va parler du processus électoral, de la situation sécuritaire, mais parlons, on reste avec le PPRD, on a essayé de fleurer cela. Le congrès, c'était au mois de mai. Juin, plus rien. Non, on ne peut pas dire plus rien, parce que comme je l'ai dit, il devait être axé, se référer, axer son focus sur le processus électoral. Mais dès lors que le régime a choisi une voie tortueuse où il doit écarter l'opposition, alors on doit pouvoir réfléchir, parce qu'on devait se ranger. Mais pour organiser votre parti, le régime aussi a ce problème, pour essayer d'évaluer et tout. Les congrès, c'était pas. Est-ce que c'était seulement par rapport aux élections? Mais les ou par partis rapport existent, au fonctionnement, Madame Modia, le comité est là. La preuve est que nous sommes là, l'ESP Chadari est là, et qu'il est en train d'organiser, par rapport au départ, comme vous l'avez dit, de ceux-là qui étaient partis à l'Union Sacrée, de réorganiser les comités au niveau des fédérations. Dernièrement, on a vu comment Lubumbashi a vibré lorsqu'on a installé les comités urbains de Lubumbashi, ainsi de suite. Dans d'autres provinces, à Kwilu, à Iziro, au Nord Kivu, ça vibre partout. Le PPRD, il n'est pas à dire que c'est tous les jours qu'on doit faire. Je vous ai dit qu'il y a un problème de calendrier des activités. On ne peut plus fonctionner comme on le faisait, mais on reste là. On reste là, c'est que certains vous reprochent, mais ils n'arrivent pas à le dire tout haut. Ils disent, mais tout est fait par l'actuel comité pour justement rester là, et alors que certains n'en veulent plus. Ah, mais c'est ceux-là qui sont peut-être un pied dedans et un pied dehors. En tout cas, qui voient bien que le contexte est celui-là. L'environnement est propice pour que nous allions au congrès pour parler des candidats. Et on doit se rassurer de tout le reste des paramètres par rapport au processus. C'est un processus politique. On ne peut pas simplement dire, bon, comme s'il y avait un autre agenda qui talonnait les partis par rapport à l'agenda politique lui-même. Non. Les partis est là et l'appréciation appartient à tout le monde. En tout cas, ce n'est ni des caprices des uns et des autres. Les partis, en tout cas, ils fonctionnent, comme je vous ai dit. Le parti fonctionne, le congrès, il faut attendre le temps que ça prendra, son organisation. Non, on observe les voisins en face, on est en train de les observer. S'ils sont en train de vouloir faire un crash, ça sera dommage pour tout le monde. On devra s'adapter à leur rythme. On va parler quand même de ce processus électoral, mais avant, on parle des députés qui sont en place. L'affaire 21 000 $. Vous avez été député lors de la première législature. Déjà, dites-nous, vous touchiez combien à l'époque, si ce n'est pas tabou, si ce n'est pas un secret? Bon, je ne sais pas pourquoi c'est devenu un tabou. À notre époque, ce n'était pas un tabou. En tout cas, nous, à 2006, on arrive au Parlement, on était à 1500. Je crois que c'est les émoluments qu'avait laissé, il y avait Kamitato, après lui Loaka, que nous avions trouvé. Et avec Kamere, il a dit se battra et il a multiplié x 3 comme il le dit toujours. Donc on était plus ou moins à 4500 ou 4250. Moi-même, en quittant le Parlement, pour aller au gouvernement, c'était le même salaire. En tout cas, celui des députés, je l'ai trouvé aussi au gouvernement, c'était presque les mêmes émoluments. Et des députés, mais à un moment donné, quand nous étions au gouvernement, il y avait des revendications quand même, parce que bon, pour les ministres, peut-être on tolère qu'il a plus de missions sur le terrain, ainsi de suite, et qu'il peut être peut-être, il peut respirer mieux qu'un député. Et en tout cas, on a terminé. Je crois que cette législature-là, les députés étaient à 9. Était à 9, mais en indemnité principale, c'était 6. Invisible, les fameux invisibles. C'est ce qu'on appelle invisible, mais je ne sais pas pourquoi on mystifie les mots invisibles, parce qu'à notre époque, c'était expliqué. Moi, j'étais membre du comité de l'ECOFIN. Nous étions avec les Jalis Boussa, nous étions avec les vieux Koutekala, avec les Massala. Et moi, comme juriste, j'ai profité d'avoir quelques connaissances des finances publiques. C'était simplement une autre indemnité
autre indemnité de plus par rapport au coût de la vie des députés, parce que quand ils quittent leur circonscription en réalité pour venir à Kinshasa pour des sessions, en réalité, on doit avoir un bureau comme député parce qu'on fait des recherches. Il faut engager quelqu'un. Non seulement ici, à Kinshasa, quand on vit à session, en réalité, dans d'autres cieux, on appelle ça résidence, une seconde résidence. Mais dans la circonscription, en réalité, il faut organiser aussi une permanence parce que vos électeurs, pour les doléances de chaque jour, ils doivent s'adresser à un bureau, à une permanence d'un député. Un député doit avoir ça. Et c'est souvent mis sur le coût du trésor public. Okay, l'enveloppe invisible. Il y avait quand même cette enveloppe supplémentaire qui, comme on l'appelle dans d'autres cieux aussi indemnité de fonction, qui échappe à l'impôt. Parce qu'en réalité, même c'est quand on a créé comme habitude, c'est une habitude contre la game si les indemnités des députés ne sont pas frappées d'impôts. En réalité, il faut payer l'impôt. Alors, la quotité principale est frappée d'impôts, mais les invisibles, par rapport à ces coûts il n'y a pas d'hyper et c'est continué ainsi jusqu'à aujourd'hui. Oui, en réalité. Donc une bonne partie, tous les députés qui sont là, ils ne payent pas une bonne partie de leur argent, on ne ponctionne pas l'impôt. En tout cas, même le principal, je crois que jusqu'à aujourd'hui, l'hyper ne frappe pas parce qu'ils ont toujours cette épée de Damoclès sur le gouvernement qui brandissent. Si vous osez toucher sur les indemnités principales. Mais je crois qu'il faut que tout le monde ait cette culture, cette civilisation de payer les impôts. C'est facile de le dire maintenant que vous n'êtes plus au pouvoir. À l'époque, vous ne payiez pas l'impôt non plus. Hein. Madame, même si nous ne sommes après, plus au pouvoir, on va vous brandir tout ça, c'est ça la difficulté. Oui. Pour avoir géré quand même. C'est aussi ça, on vous dira, mais vous avez été là, vous ne payiez pas l'impôt, vous ne pouvez pas le reprocher aux autres qui sont là aujourd'hui. Mais au gouvernement, j'étais là, nous, on payait l'impôt. Les ministres. En tout cas, en tant que député, vous ne le faisiez pas. Bon, je l'ai avoué et j'ai même expliqué et j'ai même dit qu'on devra changer pour que ça soit comme partout ailleurs. Il n'y a que la partie supplémentaire, là, ce qu'on appelle l'indemnité de fonction, qu'ici on a choisi d'appeler invisible. Pour moi, il n'y a rien à mystifier ça, parce que ça s'est fait partout. L'indemnité de fonction existe. Et on l'a appelé invisible ici, c'était pour que ça échappe simplement à l'hyper. Aujourd'hui, on parle de la réserve parlementaire. L'idée s'est revenue de l'époque de Janine Mabunda. Il y a une autre rubrique, pas c'est revenu d'elle, mais c'était pendant sa présidence. Est-ce que c'était opportun d'ajouter une autre rubrique pour que ça fasse aujourd'hui 21 000 $ comme certains le prétendent? Bon, je ne sais pas de qui c'est parti, au moins c'est sorti de Mbosso plutôt. Et que pour moi c'est illégal, c'est même immoral. Vous savez l'idée des indemnités, d'abord pourquoi on appelle ça indemnité? Parce qu'en réalité c'était une fonction gratuite. On a les mandats du peuple, on vient plaider pour le peuple, on ne veut pas chercher un salaire. Un député n'est pas un salarié. C'est une fonction politique en réalité qui était gratuite. C'est plus tard, où on a, dans d'autres pays, quand ça a évolué, où on a pensé que bon, on ne les paye pas, mais quand même, ils peuvent cumuler. Et puis les cumuls aussi, apparemment, bon, avec des montants faramineux, on a supprimé. Par exemple, chez nous, il n'y a pas de cumul. Tu es député, tu ne peux pas être en même temps ministre ou en même temps gouverneur ou en même temps... Ou vraiment, les cumuls tolérés, il faut qu'il y ait un salaire ou des émoluments qui tombent parce que le Trésor ne sait pas payer une même personne deux fois. Alors qu'on soit arrivé là-bas et que partout, il soit reconnu qu'il y ait des indemnités principales, les indemnités parlementaires principales et les indemnités de fonction, comme je viens de le dire là, par rapport aux charges, au coût de la vie, aux charges, le fait qu'il doit aller de sa circonscription rejoindre la capitale pour cela, mais tout autre fonds calculé par an, calculé par trimestre, où on nous dit il y a 21 000
x3, lorsqu'ils vont en vacances, ils doivent aller avec 63. C'est vraiment immoral. Ça viole pour moi la Constitution. Vous en avez parlé au niveau de votre parti. Vos députés à vous vous ont déjà dit qu'ils touchaient ces réserves parlementaires ou, Bon, tu sais qu'ils sont en vacances parlementaires et que la question a été soulevée et que comme membre d'un grand parti comme le nôtre, on devait donner son point de vue. Et le point de vue est celui-là. C'est un droit, c'est l'article 109. Moi, en tout cas, mon point de vue est celui-là parce que la Constitution le prévoit. L'article 109 de la Constitution prévoit qu'un député national, un sénateur, ait un droit à des indemnités équitable qui puisse assurer son indépendance et sa dignité. Cette phrase-là, qui est une petite, n'est pas une invasion congolaise. C'est même dans la Constitution de la France, la Constitution allemande, en Belgique. C'est la même phrase. Mais ça ne signifie pas maintenant que c'est le Trésor public qui va commencer à financer les campagnes des députés. Parce que les élections, là, c'est des duels, c'est des joutes politiques où on doit aller avec les mêmes chances. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ne sont pas au pouvoir, les jeunes qui vont entrer, et ainsi de suite. On doit avoir les mêmes chances. Parce que s'il faut financer, alors il faut qu'il y ait une même fourchette pour tout le monde. Il ne faut pas que des gens profitent du fait qu'ils soient simplement au niveau de l'Assemblée nationale et que, alors qu'on dit que c'est une indemnité équitable, parce que quand vous comparez, Madame Élysée, l'article 59 de la Constitution avec l'article 58 de la Constitution qui parle de la répartition équitable de la richesse nationale, ça signifie qu'on ne peut pas s'enfermer seul à l'Assemblée nationale parce qu'on a ce privilège-là. Pour d'abord, se donner des avantages indus. Et c'est à cela que pour éviter, souvent, je crois que je l'ai dit dans une autre émission, pour éviter dans d'autres sièges où il y a des démocraties, où il y a les mêmes lois, parce qu'on ne fait que calquer les lois sur les autres et on fait sienne, on fait quoi? On fait une indexation des salaires. Bon, ici, ce ne sont pas des salaires. Les indemnités des députés sont indexées, par exemple, à une autre catégorie de fonctionnaires de l'État qui est comparable à celle des députés. Et je prends l'exemple de l'Allemagne où, là-bas, parce que l'indépendance, là où on parle de l'indépendance aussi, c'est dans la magistrature. Et on voit la catégorie, par exemple, des juges ordinaires au niveau des hautes cours, où on dit, bon, si un juge est à 2000, alors le député sera à 2000. Si vous voulez, vous dites qu'il y a des économies nécessaires que le député peut aller jusqu'à 21, alors il faut les justifier par rapport aux autres catégories. Parce qu'à ce moment-là, la tension, à partir d'AO, pourra diminuer jusqu'au dernier magistrat et on peut s'assurer de tout ce qu'on a aussi toujours réclamé pour l'indépendance de la magistrature. Parce que quand on parle de l'indépendance des députés, mais avec ceux qui sont, il n'y a plus rien d'indépendant là-bas. C'est devenu carrément la corruption. Donc on a ajouté une enveloppe qui n'a fait qu'acheter la conscience politique de ces hommes-là, qui aujourd'hui, tous répondent béton, que tu vas à gauche, tu réponds béton, il n'y a plus d'opposition. Monsieur Mbosso, ça fout de ce qu'on dise de l'opposition, et c'est à cela qu'on est arrivé à cette panne du processus électoral. On signale quand même qu'au sein de cette Assemblée nationale, il y a les députés de l'opposition qui essayent de parler. Qui n'ont plus rien, ouais, qui essaient de parler. Mais parce qui que, parlent de temps en temps. Les enveloppes sont déjà préparées pour au moins 400 députés et qui ne sera pas attiré. Des affirmations gratuites, là. Non, vous n'avez pas des preuves. L'union sacrée, ils sont à combien? Ils ont simplement transvasé ou transformé ce qui était la majorité des FCC. Et quand on nous apprend qu'il y a déjà des enveloppes au moins pour assurer 350 députés, c'est pour que toutes les lois passent dans la seule volonté, sans débat, de ce que veut le président de la République, de ce que veut. Donc en réalité, cette indépendance pour laquelle on voudrait bien qu'un député ait des indemnités équitables qui puissent assurer celle-ci ainsi que sa dignité, en réalité, il n'y a plus
des parlements indépendants vis-à-vis du pouvoir exécutif, vis-à-vis du pouvoir judiciaire, vis-à-vis de la présidence. Parce que c'est ça l'esprit, c'est construire l'indépendance pour assurer la séparation du pouvoir. Mais aujourd'hui, vous avez vu par exemple la question de l'état de siège, la prorogation. Et aujourd'hui, on ne sait même plus si on proroge, si on il y a une loi de l'habilitation. Il y a une loi d'habilitation. Vous savez voilà, comment ça a été voté aussi. Mais c'était contre la volonté. Non, justement, quand il y a une fossé entre ceux qui se disent élus et ceux-là qui les ont élus, la population qui souffre. Ceux-là s'en foutent parce que ils se la mettent dans la poche et c'est la coule. On va très bientôt. Je suis en train de regarder combien de temps combien de minutes nous reste pour terminer les quelques sujets ici que nous devons développer. On a parlé quand même de ces émoluments, on a parlé de votre situation du PPRD, on parle de la sécurité, on en parlera, mais des alliances, parce qu'on parle des élections. Les alliances, comment vous le voyez, vous, actuellement? Bon, je crois que, vous savez, en démocratie, les alliances se font et se défendent selon les vues, la vision des grands leaders. Et que je pense que l'essentiel pour la charpente qui a constitué le FCC est encore là, le PPRD et les partis composés de ceux qui veulent vraiment garder l'essentiel de leur conviction pour la lutte politique de reconquérir le pouvoir parce que c'est légitime, c'est constitutionnel et que plus tard peut-être on verra avec qui on pourra encore convoler pour aller plus loin. On vous a vu avec le bloc patriotique marcher, là je vois une photo, vous êtes à la marche, avec d'autres partis de l'opposition. Vous pensez qu'on peut assister à ce genre d'alliance avec la Mouka, avec les CIDE, avec voilà? Oui, je crois que là, lorsque les candidats seront maintenant connus, entre guillemets, et que les programmes des partis politiques seront définis, à ce moment-là, certainement qu'on verra les convergences pour que les gens se soudent et se mettent ensemble. Quand vous entendez par exemple l'ancien Premier ministre Muzito dire qu'il ne faut pas faire d'alliance avec le FCC parce que vous serez à la base quand même de leur échec aux élections de 2018, que vous avez été pour beaucoup dans ce qui s'est passé en 2018 et que c'est pas normal que la Mouka puisse être en alliance avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je respecte bien son opinion, mais j'ai toujours pensé que c'est un peu superficiel. Parce que quand il est dit, il semble rester sur des sentiments de l'époque, en 2018. En politique, il faut toujours savoir se surpasser. Parce que s'il y a un jugement à faire, nous aussi, de ce qu'ils ont fait comme alliance la Mouka à l'époque, sous Alain Dons, que vous connaissez bien, qui a dirigé à Ségon la MONUSCO ici, qui est allé les réunir à Genève pour trouver un candidat unique, nous savons qu'ils étaient sous la coupe des Occidentaux. Donc en réalité, lorsqu'on se veut un nationaliste, un souverainiste comme nous autres, on ne peut pas comme ça, à plus de 60 ans d'indépendance, chercher un blanc qui puisse vous diriger. Donc quand il parle de la Mouka, je ne sais pas de quoi il parle, parce que je sais que, par exemple, à l'Est, tout ce qu'il y a comme groupe armé, tous ils ont fait la campagne de la Mouka, et que tout ça n'est pas nécessairement correct dans les joutes électorales. Le scrutin devra être sincère, c'est celui qui en réalité est donné à toute liberté par la population. Mais nous, on a été contrés parfois dans certains milieux par des groupes armés parce que nous ne pouvions pas faire la campagne de Chadari, la campagne du FCC. Et qu'il y a eu même d'autres candidats qui, par peur, pris par peur, parce que c'était la violence à ce moment-là. Les voix qu'il y a eu, c'était des voix aussi ramassées. Si la justice pouvait bien vérifier, on pouvait bien annuler aussi énormément beaucoup de voix dans beaucoup de bureaux où c'est des groupes armés vraiment qui ont fait la loi en faveur de la Mouka.
Donc, il y a à boire et à manger. Et ça ne peut pas être une raison pour moi de vouloir quelqu'un qui a des perspectives, qui a une vision pour les pays et qui voit la profondeur dans laquelle on est en train de descendre vraiment dans l'abîme, s'arrêter qu'à 2018. Et je trouve que Martin Fayulu, peut-être qui s'était et je n'ai pas encore entendu opiner par rapport à ça, est plus réaliste. Là, on a parlé de Muzito. Est-ce qu'une alliance avec Katumbi est possible au regard de la réconciliation qu'on a constatée entre votre chef de parti Kabila et Moïse Katumbi récemment à Lubumbashi? On peut s'attendre, on peut imaginer une telle alliance? Bon, en politique, rien n'est impossible. Hein. Surtout que je crois que cette séance organisée par l'archevêque de Lubumbashi était pour dissiper certaines zones d'ombre où un combat politique ou des débats politiques sombraient parfois dans des querelles d'individus entre telle ou telle idée au niveau de leur province. Si d'autres provinces pouvaient multiplier ce genre de rencontres, ça serait une richesse. Encore que vous voyez par exemple ce qu'on apprend, en plus de ce qui se passe à l'Est, que Kwamutu souffre de l'insécurité à l'intérieur par rapport à des conflits interethniques, conflits intercommunautaires. Encore qu'à côté de Kwamutu, c'était Yumbi hier, lors des élections. Est-ce que c'est encore à cause de ça que ceci ressurgit à Kwamutu? Bon, je crois qu'il y a des efforts à faire lorsque les leaders se rencontrent d'abord pour dissiper puis les climats ou l'environnement des débats politiques, des combats politiques, qu'on cesse de faire passer des débats des individus, ça serait mieux, parce qu'un débat politique, c'est un débat plutôt de programme. C'est un débat de vision qu'on doit pouvoir montrer à l'opinion et convaincre l'opinion qu'on sait mieux faire par rapport à hier. Par exemple, nous qui étions là hier, qu'on sait maintenant mieux faire, qu'on a compris certaines erreurs, certaines fautes que nous ne pouvons plus reprendre. Mais aussi, c'est au regard de ceux qui gèrent, quand ils commettent maintenant beaucoup plus de fautes que nous. Alors, on s'est dit, alors, hier, nous pouvons mieux faire en faisant ça, mieux qu'hier. C'est un combat d'idées, c'est un combat de programme, et non nécessairement un combat d'individus ou de communautés. On va très rapidement terminer, puisqu'on parle des communautés, on va terminer avec la situation sécuritaire dans la partie, on commence par la partie est du pays. Vous êtes un notable de ces coins du pays. Vous êtes en grande partie responsable de cette pérennisation de l'insécurité. Kabila était là, il y avait l'insécurité. Kabila est parti, il y a toujours l'insécurité. On a entendu Mbosso dire quitter les groupes armés, notable, parlez-vous. Vous êtes responsable de cette pérennisation de l'insécurité quand même. Madame Mondia, je crois que la hauteur qu'a pris les raïs en permettant à ce qui est cette alternance devait être une occasion d'or pour les Congolais de chaque fois élever les débats pour des questions essentielles de la nation. Parce que la question de la sécurité à l'Est, c'est une question essentielle pour la vie de la nation. Lorsqu'on voit aujourd'hui le pouvoir embrasser tous les diables qui nous entouraient et qui ont toujours lorgné sur nos richesses, sur notre territoire, peut-être des souvenirs d'il y a longtemps, parce que quand on suit souvent Thomas Louaka dans l'histoire du Congo, je connais le Congo, oui, je connais le Congo, quelque chose comme ça, on se rappelle bien que nos forces quand même ont pu conquérir, ils ont pris Kigali, ils ont pris Kampala jusqu'à Tanzanie, et tout ça pour permettre à ces pays de revenir dans notre pays, sans donner des moyens nécessaires à nos forces armées, alors qu'ils sont capables de faire de merveilles là-bas et de sécuriser nos frontières dans leur partie orientale qui est tout le monde connu, qui regorge énormément de ressources naturelles, de richesses naturelles. Et c'est à cela que je n'aime pas dire que le Congo est potentiellement riche. Non, le Congo est riche.
il nous appartient à nous de protéger ces richesses. Mais la responsabilité de vos notables, c'est vrai, il y a une grande responsabilité des notabilités de ce coin de pays dans ce qui se passe là-bas. Mais bien sûr, c'est là que tantôt je vous disais que ces mêmes groupes armés qui hier ont crié sur Kabila, ont refusé de soutenir les FARDC. Et tous ces leaders qui hier disaient que c'est Kabila qui tuait, que ce sont les FARDC qui sont infiltrés et qui sont en train de massacrer. Ce sont les mêmes leaders aujourd'hui qui sont dans l'Union sacrée et qui sont donc au pouvoir. Alors, vouloir dire que c'est nous comme qui? Comme PPRD, comme parti d'Iraï Joseph Kabila Kabang, c'est nous qui sommes responsables? Non. Je crois que les révélations qui sont là et l'incapacité ou l'incompétence dans laquelle la gestion de l'Est est en train de gérer, c'est à eux de prendre la responsabilité. En quoi faisant rapidement vous étiez là? Qu'est-ce qu'il faut faire quand même? Mais ce qu'il faut faire d'abord, c'est de nous éviter tous les accords signés à partir de 2019, 20, 21 et continuer à rester dans un schéma qui a échoué. Madame, on nous a parlé de l'état de siège qui est toujours là, mais qui n'a donné aucun résultat par rapport à la pacification. Donc on doit mettre fin à l'état de siège. Oui, on a parlé de la mutualisation des forces avec nos FARDC, avec l'armée de Museveni. Ils sont là depuis plus d'une année. Rien n'est fait. Aucun EDF attrapé. Aucun. Ni tué par les UPDF. Et aujourd'hui, on nous parle. Aujourd'hui, non. Il y a des communiqués de FARDC, on a arrêté 4 ADF, on a tué autant. Il y a des communiqués. On les a vus où, madame? Peut-être c'est là qu'ils diront nous avons attrapé et ils les amènent en Ouganda et la population victime ne sait même pas s'il y a procès, s'il y a quoi. C'est une façon de les protéger ou de faire quoi? Parce qu'ils entrent par l'Ouganda, ils sont chez nous par l'Ouganda. Les EPDF, qui est l'armée ougandaise, est chez nous. On ne voit pas de différence. Madame, si vous vous rappelez bien, lorsque, à l'époque de Kabila, 2013, pour neutraliser les groupes armés à l'Est, que Kabila, en plus des FARDC qu'il avait, il a fait appel à ses pairs, à ses homologues de la région de Sadek. Et quand ils étaient prêts à s'engager, c'est la MONUSCO qui s'était opposée. Et qui, finalement, devant l'insistance du pouvoir à l'époque, a finalement accepté que cette force soit constituée par les pays de la SADC, mais qui soit commandée par la MONUSCO. Ça fait que cette force-là, bien qu'il ait été quand même un signal, mais avec les contradictions qu'il y avait au niveau des Nations Unies pour dire non, les gens qui portent déjà les casques bleus, s'ils viennent comme des belligérants, ils se feront tirer dessus et ça ne sera pas bon. Ça fait que cette force, cette brigade qui était nécessaire n'a pas été autant efficace comme on l'attendait. Mais ce qui fait mal aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ces régimes réclament une force régionale de la zone Est. Et quand ils réclament cette force, cette fois-ci, la MONUSCO reste passif, ne dit rien. C'est une complicité? Oui, parce qu'il y a quelque chose qui sonne mal. En ne disant rien, en réalité, lorsque maintenant le régime ici va signer des accords, c'est pas moi à Nairobi ou quoi, c'est pour que les FARDC soient commandés par cette force-là. Donc l'inverse. Ceux qui viennent appuyer, au lieu qu'ils soient commandés par nos forces, ils seront plutôt, c'est nos forces qui seront commandées à l'espace. Et c'est une façon de céder cette partie-là. Et surtout lorsque vous suivez les discours dans les réseaux sociaux vidéo où le chef de l'État dit ça ne sert plus à rien de vous battre pour des morceaux de terre parce que tout ça, nos frontières seront repoussées jusqu'à l'océan Indien, donc jusqu'au Kenya. Les mêmes leaders comme les Mboussa ont tenu des mêmes discours. C'est eux hier qui disaient que les EDF, ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt. C'est eux hier qui disaient que les FARDC s'est tué parce qu'ils sont leaders du coin. Aujourd'hui, ils sont dans l'union sacrée. Mais la population ne fait qu'être massacrée. Donc les EDF ont encore plus de zones d'influence telles que Butembo. Dernièrement, les gens ont vu
la prison de Butembo être démolie et l'évasion de 800, organiser l'évasion de 800 détenus. Donc, non seulement l'Ouganda, les mêmes Ouganda, Abeni, on veut le présenter comme un partenaire, peut-être en lui faisant construire, des militaires ougandais viennent construire des routes en RDC, mais les mêmes Ougandais sont ceux-là qui sont en train de démolir les cas des réfugiés. Vous avez suivi ça aussi? Oui, mais on sait tout ça, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un consensus entre nous, Congolais, pour essayer de résoudre de manière pérenne cette situation? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas parce que vous êtes dans l'opposition qu'il faut rester spectateur. Mais nous, on n'a fait que rappeler cela à ce pouvoir. Parce que quand, devant les cris de la population, par exemple, celle-là qui était réfugiée en Ouganda, et dont les camps est brûlé, tout simplement pour les obliger à rejoindre la partie occupée par les M23, la partie qu'on ne veut pas que les FARDC récupèrent, ça veut dire qu'on veut légitimer maintenant les M23 là-bas. Du côté de là où il y a les ZDF, on ne veut pas les pousser, au contraire, ils augmentent leur zone d'influence là-bas. Donc on veut au contraire les légitimer. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on doit faire, c'est que comme ils ne veulent même pas en parler, parce qu'au moins à l'époque de Kabila, lui savait tout le temps, il savait tout le temps appeler toutes les forces au niveau national pour qu'on en parle. Mais ceux-ci ne veulent écouter personne, ils sont plutôt dans les voyages. Et je ne sais pas ce qu'ils attendent. Parce que les cris de détresse sont là, et chaque jour. Nous, je crois que la population, lorsqu'on va savoir que même le processus électoral, parce qu'au moins c'est la seule chance qu'a la population pour faire l'alternance, pour qu'il y ait des autorités qui comprennent la question de l'Est, qu'il y ait des autorités qui en réalité, parce que dans tout ça même, quand on a parlé de l'insécurité à Kwamouth, peut-être dans le Kasaï, même les sociales, l'économie, en réalité il y a un point qui a toujours été un point en retard, c'est la mise en effectivité de la décentralisation. L'autorité de l'État doit se faire ressentir jusque dans nos villages. Sans cela, nous risquons de perdre notre pays, madame. Merci beaucoup Ferdinand Cambéré d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mais aussi. avant de terminer, dites-nous la vérité. Kabila sera candidat président? Bon, le Congrès devra les déterminer, mais nous comme parti, en tout cas nous les voulons, nous remercions aussi tous ceux qui pensent que, en tout cas jusque-là, il reste l'homme qui a la vision et qui conduisait déjà bien le pays dans un bon sens, et qu'on regrette qu'avec cette alternance, l'opposition de l'époque n'avait aucun programme, n'avait aucune vision pour ce pays. Donc il peut rentrer. Il peut rentrer parce que la loi ne le lui interdit pas, et ce qui n'est pas interdit est permis. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux téléspectateurs qui nous suivaient sur B1 Télévision, mais également sur différentes plateformes. On se dit au revoir, à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité. En attendant, écrivez-nous, laissez vos suggestions, vos messages, on sera toujours là pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, Magazine UHC. En attendant, passez une excellente suite de programmes et à très bientôt.